Merci justement donc de répondre présent à ce nouveau rendez-vous du Point Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Gemré Demerkazik, spécialiste produit sur les marchés émergents chez Carmignac. Bonjour Gemré, Bonjour Imen, bonjour à tous. merci de nous honorer de ta présence. Donc, comme d'habitude, nous allons passer en revue avec Gemré justement donc quelques indicateurs clés. Puis un point d'attention macroéconomique, un point d'attention microéconomique, le message du jour et enfin quelques idées d'allocation. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions. Donc voilà, nous serions ravis d'y répondre. Donc concernant les indicateurs clés, dans un premier temps, j'aimerais. Donc nous avons voilà, le sommaire et nous passons directement au slide de J'aimerais qui est ici. Euh, Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez voir, la semaine a été plutôt bien orientée pour la semaine passée pour les actifs risqués. Nous avons eu une hausse des marchés actions et des marchés de crédit. Au sein des marchés actions, il y avait une forte disparité. Les marchés émergents ont clairement surperformé les marchés développés et les marchés mondes, suivis de la zone euro. Et nous avons eu une performance neutre pour les marchés actions américains et les actions mondes. Si on va du côté des marchés obligataires, nous avons eu une semaine plutôt calme avec les taux 10 ans européens et américains qui ont légèrement baissé. Et enfin, moment très marqué de la semaine, on a eu une forte très marquée des prix de pétrole qui, après un parcours spectaculaire depuis le début de l'année, se sont repliés de 13% sur la semaine. Même trajectoire pour l'or qui s'est replié de 1,7%. Donc, comment expliquer ces mouvements? Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Pour nous, en fait, il y a deux tendances claires qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. D'une part, on a eu l'espoir d'un règlement diplomatique au conflit ukrainien suite aux discussions de cessez-le-feu qui ont eu lieu en Turquie, qui ont permis en fait de mettre une pause dans ce cycle baissier des marchés actions. Cet événement explique également ce qui s'est passé sur les matières premières. On a eu une pause dans la hausse des prix de pétrole suite à un abaissement des tensions sur le front géopolitique. D'autre part, aux États-Unis, nous avons eu des signes de ralentissement économique dû à l'inflation. Ce dynamique peut également justifier une pause dans la hausse des taux américains, donc un contexte plutôt favorable pour les marchés actions. Alors justement, t'en parlais ici au niveau des indicateurs, ton focus macroéconomique de cette semaine, ça va être les matières premières et le pétrole, donc, et notamment les répercussions sur les marchés émergents. En effet, le mouvement le plus marqué de la semaine, c'était sur les prix de pétrole, qui, après des semaines et des semaines de hausse, qui se sont repliés de 13%. Comme vous savez, les prix du pétrole depuis toute l'année a augmenté de plus 68% depuis le début de l'année. Et surtout une forte hausse depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Cette hausse du cours de pétrole et du gaz a entraîné en fait une spirale, dans sa spirale, toute une série de produits agricoles qui sont très corrélés les uns aux autres. Donc c'est pour ça, comme vous pouvez voir sur le graphique de droite, on a eu également une hausse spectaculaire sur les prix des matières premières, de plus 26% depuis le début de l'année. Mais la semaine passée, on a eu une pause dans ce mouvement avec l'espoir d'un règlement diplomatique au conflit, ce qui aujourd'hui semble s'éloigner avec une probabilité qui baisse parce qu'aujourd'hui maintenant on parle des cinquièmes vagues de sanctions. En revanche, on pense que ce repli est que temporaire et il s'agit plutôt d'une pause et nous pensons que le conflit aura des conséquences plus durables avec des prix des matières premières et de pétrole durablement plus élevés. Donc la première, bien sûr, implication de cela, c'est l'inflation qui monte partout. On le voit maintenant partout aux États-Unis, en Europe. Et les implications possibles sur la croissance économique et les entreprises qui subissent de plein fouet cette inflation des prix de matières premières dans leurs coûts de production. Et l'autre implication, et si on se concentre plus sur l'univers émergent, c'est vrai que on voit que cette hausse entraîne des gagnants et des perdants.
on voit clairement une nette différence entre les exportateurs de matières premières qui nous semblent plutôt très bien positionnés dans cet environnement. On peut aujourd'hui ici citer le Brésil, qui est un des gros producteurs de pétrole, donc qui est un des principaux bénéficiaires selon nous dans cet environnement de marché, dans ce nouveau paradigme de marché avec des prix de matières premières durablement plus élevés. Mais le Brésil n'exporte pas que du pétrole, mais ils exportent aussi beaucoup de produits agricoles, notamment le soja et le sucre. On peut également citer le Chili, qui exporte beaucoup de maïs, mais également un des plus gros producteurs mondiaux du cuivre, le cuivre qui est un métal qui est absolument nécessaire pour la transition énergétique. Donc, c'est ce qui explique la très forte surperformance de l'Amérique latine et de ces marchés-là depuis le début de l'année, une tendance qu'on pense qui va s'accélérer et continuer durant le reste de l'année. Et maintenant, si on regarde du côté des perdants, on voit principalement les importateurs de matières premières qui voient leur importation augmenter, leur facture énergétique et le coût d'autres importations qui augmentent, ce qui entraîne une détérioration de leurs fondamentaux macroéconomiques. On peut citer l'Inde, par exemple, qui importe beaucoup l'énergie, mais également d'autres produits agricoles, notamment les fertilisants. La Turquie et la Chine aussi, qui sont très dépendants euh, du gaz et en matière énergétique des exportations russes. Donc, clairement, dans cet environnement, il y a des gagnants et des perdants. Donc, la sélectivité reste de mise. Donc, il faut vraiment prendre chaque pays émergent, regarder leurs fondamentaux séparément. D'accord. Et Et donc justement, donc, ouais, voilà, ça t'amène à dire que ça a des répercussions également par rapport à la sélection des titres, en fait. exactement. Donc, pour tirer profit de cet environnement, de ce nouveau paradigme de marché, la façon dont on peut faire, c'est vraiment augmenter l'exposition à ces pays émergents exportateurs de matières premières, comme je disais précédemment, l'Amérique latine et notamment le Brésil qui apparaît comme le grand gagnant. C'est un pays, comme vous savez, qui a été un peu ignoré, laissé de côté depuis deux ans en raison des problèmes politiques, avec l'effondrement du marché brésilien à la suite du scandale du Petrobras. Et on a eu également les défauts des paiements des pays comme l'Argentine, le Venezuela ou encore l'Équateur. Maintenant, cet environnement politique négatif semble un peu derrière nous et avec la hausse des prix de matières premières, donc cette région est vraiment très bien positionnée pour bénéficier de ce rebond, de ce nouveau paradigme de marché avec des prix de matières premières et de pétrole durablement plus élevés. Et la deuxième façon de s'exposer, c'est via les industries renouvelables. Euh, Comme vous savez, avec le conflit ukrainien, il y a eu une prise de conscience sur la nécessité d'accélérer les investissements dans le renouvelable pour gagner l'indépendance vis-à-vis d'autres pays. Et les pays émergents, au sein des pays émergents, on a des pays qui ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements dans ces industries renouvelables et on a vu émerger vraiment des géants au sein des pays émergents qui sont leaders mondiaux maintenant dans certaines industries comme le solaire ou comme qui fournissent des composants nécessaires, des matériaux nécessaires pour les voitures électriques et les batteries des voitures électriques. Donc, c'est vraiment deux façons distinctes qu'on peut vraiment se positionner pour bénéficier de ce nouveau paradigme de marché avec des prix de matières premières qui resteront durablement élevés. D'accord. Donc, ceci étant dit, ton point d'attention microéconomique concernera cette semaine justement le marché chinois, les marchés chinois. Ici, l'idée, c'est de justement s'apesantir un minimum sur ces marchés et leur évolution. Tout à fait. Bah, le deuxième rebond notable qu'on avait eu sur la semaine passée, c'était la hausse de 3,5% des marchés chinois. Donc, pour un peu remettre les choses dans leur contexte, les marchés chinois ont eu un début d'année très compliqué, très volatile. Ils ont d'abord subi une forte baisse de
30%, ce qui s'expliquait par 3 facteurs principaux. Le premier, bon, c'était la reprise des cas de la pandémie, des cas de Omicron qui ont impacté l'économie. Deuxième élément, il y a eu quelques annonces sur des changements réglementaires, notamment qui impactaient les sociétés Internet. Et le troisième, qui était le plus important, c'était le risque de retrait forcé des ADR chinois du marché américain. Alors, comme vous le savez, les ADR chinois sont les sociétés chinoises qui sont listées sur les marchés américains. Depuis plusieurs années maintenant, le régulateur américain demande à avoir accès aux données comptables de ces sociétés pour pouvoir les auditer, ce que le gouvernement chinois a pendant longtemps refusé. Et en début d'année, cela a pesé sur les marchés chinois, les craintes de voir certaines sociétés être forcées à être délistées des marchés américains. En revanche, depuis le 15 mars, on a eu un net rebond des marchés, donc il y a eu plusieurs éléments. D'abord, on a eu 2 discours très, disons, qui ont envoyé un signal très positif au marché. D'abord du Premier ministre, vice-premier Premier ministre chinois Liu He, qui a dit que s'il fallait, le gouvernement était là pour apporter son soutien au marché et à l'économie chinoise. Et deuxièmement, la semaine dernière, ce qui explique la hausse vraiment de 3,5% sur la semaine, c'est qu'on a eu enfin des annonces qui suggèrent que le gouvernement chinois était prêt à collaborer avec les États-Unis et les régulateurs américains pour enfin donner accès aux auditeurs américains aux comptes des sociétés chinoises. Donc, ça a entraîné une très forte hausse des valeurs technologiques chinoises qui a porté les marchés chinois, les émergents et les marchés actions la semaine passée. D'accord. Donc, du coup, en contre-courant en fait, de la hausse des prix des matières premières, on a quand même justement donc, des leviers qui sont porteurs pour les marchés chinois. Tout à fait. D'accord. Du coup, on continue avec le message du jour. C'est un message qui se veut original. Donc, tu vas nous l'expliquer, Oui, Gervais? tout à fait. J'ai choisi un proverbe chinois qui dit « Aimez votre voisin, mais ne supprimez pas votre clôture ». Effectivement, on peut faire plusieurs lectures, plusieurs interprétations possibles de cette phrase, surtout dans le contexte actuel. L'interprétation la plus concrète qu'on peut en faire, c'est bien sûr la Russie, l'Ukraine, 2 pays voisins qui ont des liens très rapprochés, qui ont une histoire très liée, mais aujourd'hui en guerre. Mais si on prend un peu plus de distance et on interprète le mot voisin comme partenaire commercial, il est vrai qu'avec la globalisation et les chaînes de production mondiales qui sont intégrées, nos voisins peuvent être aussi considérés comme nos partenaires commerciaux. Et la guerre et les disruptions dans les chaînes de production mondiales aujourd'hui montrent l'interdépendance des pays et notre dépendance vis-à-vis de ces marchés qui sont les marchés émergents. Il y a 2 semaines, mon collègue Augustin Rado, dans sa message de la semaine, avait dit « Les marchés n'ont pas pris la pleine mesure des disruptions à venir des chaînes de production ». Donc, en ligne de ces 2 citations, la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui, qui n'est pas la seule, mais dire qu'aujourd'hui, certes, beaucoup de gouvernements, que ce soit européens, essayent de garder ces distances et de réduire d'être plus indépendants de ses voisins pour réduire leur vulnérabilité. Mais il semblerait aujourd'hui qu'on ne peut pas complètement se passer des pays émergents comme partenaires commerciaux et des marchés émergents au sein de nos allocations pour diversifier nos investissements. Donc, ça serait peut-être la petite lecture pour le lier au marché émergent de cette D'accord. citation très vaste. D'accord, j'aimerais. Merci beaucoup. Du coup, on passe maintenant à la dernière partie de notre présentation, à savoir justement donc les retombées sur votre stratégie d'investissement et en particulier sur Carmignac Émergent, qui, je le rappelle, se trouve donc est distribué par Easy Bourse à la fois dans notre activité bourse, donc sur vos contre-titres, et également dans notre activité assurance vie. Donc du coup, qu'est-ce que ça a amené en fait ces différentes variations au niveau de votre allocation dernièrement? J'aimerais.
Oui, bien sûr. Donc, dans notre fonds phare émergent, Carmignac Émergent, qui a été lancé en 1997, aujourd'hui, nous sommes vraiment principalement investis en Asie. C'est 75% des actifs du fonds aujourd'hui, principalement en Chine et en Corée du Sud. Notre exposition se porte vraiment sur des sociétés innovantes, des sociétés de qualité à la pointe de la technologie qui vont vraiment bénéficier des tendances structurelles de long terme qu'on observe sur les marchés émergents. Mais en ligne de ce qu'on a vu sur les marchés depuis le début de l'année et ce que nous a rappelé de force la flambée des prix de matières premières, on a fait des petits ajustements dans le portefeuille. Donc, pour accroître la pondération à ces pays qui sont gagnants selon nous, donc aux pays d'Amérique latine qui représentent aujourd'hui 16% des actifs nets, donc via le Brésil qui est notre plus forte exposition avec 12% environ. Et au contraire, on a réduit notre exposition aux perdants, aux pays qui sont moins bien positionnés dans le contexte actuel. Et donc, en réduisant la pondération de l'Inde, on a été pendant longtemps surpondéré ce pays, mais au vu des récents développements et des changements que nous observons sur le marché, on est un peu plus prudent, donc on a réduit notre allocation à l'Inde. D'accord, d'accord. Donc, autre mot sur votre allocation. Donc, ici, c'est les variations des positions, des principales positions derrière. Tout à fait. Et la Chine, qui reste quand même notre principale pondération géographique aujourd'hui, on a 41% des actifs qui sont investis sur les marchés chinois. Donc, notre exposition peut se résumer en deux parties. Nous avons tout d'abord la moitié de notre allocation qui sont faits via les ADR, donc ces fameuses sociétés chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Ce sont des sociétés qui sont dans le domaine de l'Internet, du commerce en ligne, de la consommation, donc qui ont des bons fondamentaux, mais qui ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, et l'année dernière également, en 2021, c'était une année très compliquée. Donc aujourd'hui, présente des valorisations très, très attractives. Donc on alloue vraiment la moitié de notre exposition à ces marchés qui ont un fort potentiel de rebond à nos yeux. Et à côté de cela, on a une cœur de portefeuille chinois qui est vraiment investi sur les marchés domestiques chinois, donc les marchés A ou à Hong Kong, les actions H, comme vous pouvez voir, et encore dans des thématiques que nous pensons seront porteurs dans les années à venir, comme les énergies renouvelables, la santé, la consommation et les sociétés innovantes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que représente la Chine aujourd'hui dans justement votre portefeuille d'investissement? C'est 41% contre environ 30% dans l'indicateur de référence. D'accord, d'accord. Vous êtes aujourd'hui à votre maximum du coup d'exposition? Oui, c'est vrai qu'on a, on avait un peu réduit notre exposition aux actions chinoises l'année dernière et maintenant avec euh, des valorisations très attractives, on a décidé d'allouer un peu plus de capitaux depuis le début de l'année, mais on a un peu euh, restructuré notre portefeuille chinois. En prenant des profits sur des secteurs qui avaient bien performé et en nous repositionner sur des secteurs tels que la consommation, les énergies renouvelables, qui vont être beaucoup plus porteurs pour les prochains mois. D'accord. Donc, si on comprend de manière synthétique, on a la Chine d'un côté et puis on a l'Amérique latine avec notamment le Brésil et accessoirement le Chili, Exactement. éventuellement. Exactement. C'est Tout à entendu. fait. Donc, voilà, ici, vous voyez un extrait de la fiche valeur de Carmignac Émergent qui, je le rappelle, est distribuée donc, sur notre plateforme Bourse et dans notre assurance vie. On va passer maintenant rapidement aux questions. Une première question donc, aujourd'hui sur le Brésil, à savoir que la question qui est posée, c'est au-delà même des fondamentaux liés aux matières premières. Est-ce que la politique poursuivie par les autorités et notamment la politique monétaire constitue un soutien justement pour les marchés actions? Alors, c'est vrai que au Brésil, la politique avait un impact très important sur l'économie. Et nous, si on était sous-pondéré le Brésil au cours des années précédentes, c'était notamment pour ces problèmes politiques qui avaient un impact sur la macroéconomie du pays. Maintenant, il y a les élections présidentielles qui viennent dans quelques mois. Et on pense que
le président qui a le plus de chances d'être élu, le candidat en tout cas qui a le plus de probabilité d'être élu, avec un rebond des matières premières, aura plus de marge de manœuvre pour mener des politiques qui pourront aider le Brésil à résoudre ces problèmes. Et avec donc une hausse des matières premières, la balance courante du Brésil s'améliore, donc ça laisse plus de marge de manœuvre à la Banque centrale du Brésil et aux décideurs de mener des politiques qui vont soutenir l'économie et qui seront porteurs en fait pour nos investissements au Brésil. D'accord, donc la perspective politique est plutôt favorable également au pays. Exactement. Autre question, j'aimerais, quid de l'impact de la crise ukrainienne sur le marché chinois? Est-ce qu'on a une visibilité sur le sujet? Alors, un des éléments aussi qui a fait que les marchés ont rebondi, c'était un discours très constructif entre les présidents Xi Jinping et Joe Biden, euh, dans lesquels le président Xi Jinping a annoncé être neutre vis-à-vis donc du conflit russo-ukrainien et a dit qu'il ne ferait pas de soutien militaire en, en Russie, à la Russie. Et donc, du coup, ça a permis d'éloigner le risque des tensions les risques de sanctions des États-Unis qui pourraient mettre en place vis-à-vis de la Chine. Donc ça, c'était un élément favorable. En plus de ça, c'est vrai que pour la Chine, la Russie est un partenaire commercial très important. Et ils exportent beaucoup d'énergie, ils importent beaucoup l'énergie et le gaz naturel de la Russie. Donc ça, c'est clairement un élément qui peut impacter la croissance économique chinoise. Mais la Chine importe également beaucoup des pays d'Amérique latine et ça a toujours été le cas. Mais en échange, la Chine exporte également beaucoup. Donc, ils ont des fondamentaux très solides qui nous rendent confiants que malgré cette détérioration de la facture énergétique qui augmente en raison du conflit ukrainien, la Chine a des fondamentaux solides pour faire face et exporte beaucoup d'autres matériaux, notamment des produits manufacturés partout dans le monde, qui leur permettent en fait de faire face à une hausse de sa facture énergétique. D'accord. Peut-être deux dernières questions pour ne pas faire trop long. La première, et c'est effectivement, je l'avais également constaté, donc c'est une question de l'un de nos clients. En amont de ta présentation, j'aimerais, tu mettais pour la Turquie plus 14%. Est-ce que c'est une faute de frappe? C'est Non, la question que j'ai tout posée. à fait. En effet, la Turquie, même si on pense que la Turquie a une position très fragile, mais malgré ça, les marchés turcs ont plutôt bien performé depuis le début de l'année. Mais on pense qu'en fait, l'impact en fait de ces fragilités vont être visibles un peu plus tard avec un effet de retard et avec une politique monétaire restrictive plus globalement, une répression financière. La Turquie, qui a beaucoup de dettes, va se retrouver face à beaucoup de problèmes, en plus de sa facture énergétique qui monte. Donc, non, les marchés turcs ont en effet bien performé, mais on pense qu'avec un effet de retard, ils seront rattrapés par la détérioration de leurs fondamentaux qui vont petit à petit impacter leur marché actions également. D'accord. Enfin, toute dernière question. Alors, on en a parlé tout au long de la présentation en filigrane. La Russie aujourd'hui, dans Carmignac émergent, il n'y en a plus? Alors, la Russie, on avait un peu d'exposition à la Russie en début d'année. On a progressivement réduit notre exposition et lorsque le conflit, l'invasion a eu lieu, on avait une exposition plutôt réduite. On a réussi, en fait, on a vendu une de nos participations, mais il reste toujours deux positions dans le portefeuille. Mais compte tenu de ce qui se passe et de La suspension de la... l'impossibilité Oui. de trader ces actifs, il reste toujours en portefeuille, mais on a
marquaient en fait leur prix à un niveau très faible dans le portefeuille. Donc, c'est comme si leur poids est à 0,2% aujourd'hui, avec des valorisations très, très restrictives qu'on a mis sur le prix de ces actifs. Voilà. Et, D'accord. et nous, chez Carmignac aujourd'hui, on s'engage à ne plus du tout en racheter. Et lorsqu'on pourra, on essaiera de les solder ces positions, toujours en ayant en tête l'intérêt des porteurs, et dans le meilleur intérêt de, la, de nos porteurs de parts. Merci beaucoup, j'aimerais. Merci, c'est entendu et c'est très clair. Merci pour ton intervention, merci pour tes explications et merci à vous aussi, chers clients, d'avoir répondu présent. Je vous redonne même jour, même heure la semaine prochaine, rendez-vous pour justement donc, le même exercice. Au revoir et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.